Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ou plutôt bonsoir à toutes et bonsoir à tous si je suis plus poli. Nous sommes toujours dans le cadre de ce nouveau plateau de l'hôte de marque, puisque vous savez désormais, après une journée, que l'hôte de marque est devenu le bébé de l'invité de marque et il dure 26 minutes, mais alors nous allons passer 26 minutes toujours dans l'espace de détente et de bien-être du magazine Pause Santé qui nous prête gentiment ce joli plateau. Et puis je ne pouvais pas trouver un endroit mieux qu'un espace de détente et de bien-être pour vous recevoir. Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. Voilà, mettez-le pas trop loin, mais pas trop près quand même. Voilà, comme ça. Voilà. Je suis ravi de vous recevoir. Alors, si je dis de vous l'homme le plus heureux du monde, ça vous rappellera sûrement quelque chose. Là, j'ai essayé de faire tous les démentis possibles, imaginables, mais personne ne me croit. Mais alors, auteur de multiples livres, bien sûr, proche du Dalai Lama, traducteur en français du Dalai Lama, français, bouddhiste, vivant depuis une trentaine d'années, je pense, dans l'Himalaya. 40 maintenant. 40, je voulais être gentil, voilà, mais 40 presque. Une vie étonnante, un parcours étonnant. J'espère qu'on pourra y venir. Comment le bouddhisme est arrivé dans votre vie. Le bouddhisme tibétain, précisons aussi, parce qu'il faut bien rappeler qu'il y a de très nombreux bouddhismes dans le monde. Et le bouddhisme que représente M. Ricard et le Dalai Lama est bien le bouddhisme tibétain. C'est une petite précision, mais qui me semble importante, même si on ne fait pas d'école, alors que nous sommes dans le cadre de l'université. C'est un peu supérieur, d'été du MEDEF, je vous le rappelle, sur ce beau campus d'HEC que vous n'avez pas fréquenté HEC. Non, pas vraiment. Alors on va parler de vos fréquentations après, mais vous fréquentez HEC aujourd'hui. Alors il y a plein de gens qui se retournent, qui disent, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce moine? Que fait-il là? Que fait-il là? Alors Mathieu Ricard, oui, que faites-vous là à l'université d'été du MEDEF? Disons, il y a plusieurs possibilités d'explication. L'une, c'est que depuis 10 ans maintenant, je m'occupe d'une quarantaine de projets humanitaires liés à l'enfance, qui est le thème d'aujourd'hui. Voilà, à la recherche des temps nouveaux. Voilà. À la santé aussi, et à laquelle je consacre l'intégralité de mes droits d'auteur, mais aussi été rejoint par de nombreux philanthropes. Ce sont des projets humanitaires qui se tiennent place dans l'Himalaya, c'est-à-dire au Népal, en Inde. Vous vivez au Népal, hein, c'est ça? Je vis au Népal maintenant, mais j'ai vécu au Bhoutan, j'ai vécu en Inde. Et donc voilà. Donc c'est vrai que ces projets humanitaires me font beaucoup voyager dans le monde. Il faut trouver de l'aide. Il faut aussi fédérer une sorte de toutes les bonnes volontés pour mener à bien ces projets. On le rappellera d'ailleurs, hein, parce que vous savez qu'on est là aussi pour ça. Network Visio, n'oubliez pas que notre slogan, c'est pour un monde de partage. Donc c'est pour ça que ce matin, voilà, quand Astrid a vu M. Ricard, elle n'a pas pu s'empêcher de vous dire, vous savez, nous on a un univers qui est un monde de partage. Et le partage, évidemment, c'est quelque chose qui vous concerne, puisque comme vous le disiez, vous êtes investi dans beaucoup d'actions humanitaires. Mais quand vous avez reçu l'invitation du MEDEF, vous avez été étonné, c'est la troisième fois, la première fois un petit peu, mais je ne suis pas trop étonné parce que finalement, je suis allé 2 fois au forum de Davos. Je crois que c'est intéressant dans le sens que entendre peut-être une voix un peu nouvelle. Une voix à Davos et au IE aussi peut-être. Et aussi l'an dernier ici, j'ai parlé du bonheur national brut. C'est joli à côté en expliquant que le produit national brut finalement était un concept qui a été développé à la suite de la crise de 1929 pour mesurer le travail, le chômage et autres indices, mais qu'il a finalement été détourné de son but premier pour finalement mesurer la qualité ou la prospérité d'une nation, ce qui est absurde. Parce que si une nation est la plus riche, la plus puissante, la plus influente, mais qu'on ne tient pas compte de la satisfaction de vie, ça n'a aucun sens. Il y a des exemples. Hein. Alors de ce fait, si on ne mesure la prospérité d'une nation que par son produit national brut, on est prêt à sacrifier tout le reste, y compris la satisfaction de vie, ce qui n'a pas de sens. Donc si vous voulez, si on réajustait un tout petit peu nos priorités et qu'on dise oui, le but c'est quand même la satisfaction de tout à chacun, il y a des éléments de la croissance qui iront dans ce sens et d'autres pas. Et donc, sacrifier certains éléments qui vont sacrifier notre environnement, la qualité de vie, qui va pousser à une économie d'avidité plutôt qu'une économie de meilleure qualité de vie, ça ne sera plus perçu comme un échec, même si le produit national brut baisse, dans la mesure où le bonheur national brut augmente. Donc c'est une belle balance. Une idée voilà, comme une autre. Mais est-ce que les entreprises ne sont pas, vous trouvez, actuellement, à tendance, j'en parlais avec un invité dans la journée,
Il y a la tendance, on voit autour de nous, là, il y a des masseurs, il y a effectivement de plus en plus de coaching en entreprise au niveau développement personnel, il y a des espaces de détente qui sont de plus en plus créés dans les entreprises. Elles ont l'air d'avoir le souci. Alors, est-ce que c'est pour garder des compétences? Je ne sais pas, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'entreprise évolue un tout petit peu quand même dans la balance bonheur de ses employés? Je crois que, ce n'est pas ce qu'on appelle le bonheur. Bien sûr, si c'est uniquement un certain confort, le bonheur n'est pas une succession ininterrompue de sensations plaisantes. Ça, c'est une recette pour l'épuisement. Le bonheur, pour moi, est une manière d'être qui implique le développement de certaines qualités humaines, notamment l'altruisme, la compassion, la force d'âme, la force intérieure, une certaine sérénité. Et donc, ce n'est pas simplement se faire détendre en se faisant masser les épaules. Je crois qu'effectivement, au niveau personnel, les chefs d'entreprise, comme tout le monde, perçoivent certains éléments de société contemporaine qui rend difficile justement cet épanouissement individuel de l'existence au sein de la famille, de la société, du village, du travail. Mais ils ne savent pas comment finalement traduire cette interrogation au niveau des systèmes. Est-ce qu'on peut avoir un système économique qui est compatible avec l'altruisme? Il n'y a pas de réponse évidente à cela. J'avais un invité ce matin qui, grand chef d'entreprise, était quelqu'un de très altruiste. Et je pense sur le plan personnel, il y a des chefs d'entreprise qui sont attentifs. Oui, mais si vous voulez, altruistes. En gros, il y a quand même une sorte de culte de l'égoïsme, dans le sens qu'on dit finalement l'évolution exige que nous soyons égoïstes. Non seulement on peut l'être, mais on devrait l'être. En psychologie, il y a aussi toute cette tendance un peu à dire que l'homme est fondamentalement égoïste et dans l'économie aussi. Donc je crois, moi je réagis beaucoup contre cela. L'égoïsme fait partie de la nature humaine, mais l'altruisme aussi, et l'altruisme vrai, qui n'est pas un égoïsme déguisé. Et je pense que c'est une vision extrêmement négative et pessimiste de la nature humaine que se dire que même si on a l'air d'être altruiste, en fait il y a un motif égoïste derrière. C'est ignorer aussi tout un ensemble de données scientifiques, psychologiques, sociologiques, contemplatives. L'altruisme vrai, évidemment qu'il existe. Il y a des gens, et j'espère moi-même m'orienter dans cette direction, qui du fond de leur cœur souhaitent le bien des autres, même si ce n'est pas forcément des membres de leur famille. Et le but principal d'une action est d'aider les autres, pas seulement d'aider les autres parce qu'on se sent bien à la suite de ça, parce qu'on va être reconnu pour être... on va recevoir des louanges. Ça, c'est de la bonne conscience qu'on s'achète à pas cher. Il y a toutes sortes de mécanismes qui sont peut-être du faux altruisme, mais l'altruisme vrai existe. Et je pense aussi que maintenant nous en sommes arrivés à un stade, et c'est peut-être là où l'entreprise devrait réfléchir à ce sujet, où l'altruisme n'est plus simplement une belle valeur morale et réservée à des gens un peu hors du commun ou à des saints, mais au contraire une nécessité totale dans notre société. Il faut plus de considération pour les autres pour éviter justement cette avidité qui a précipité la crise. Si on est un tant soit peu altruiste, on ne va pas comme M. Madoff simplement à des soirées philanthropiques, mais on évite... Il en a fini avec les soirées philanthropiques. De mettre tous les gens dans la panade. Si on a un tout tant soit peu d'altruisme, on va tenir compte de la qualité de vie au travail, de la qualité de vie dans la famille, donc sur l'espace d'une génération. Et si on un tant soit peu altruiste, on va bien sûr garder à l'esprit le sort de générations futures avec l'environnement. Donc si vous voulez, il semble que l'altruisme soit vital dans une société pour une raison assez simple. Autant des tribus, si vous voulez, ou des gens qui vivaient de la chasse et de la cueillette. On pouvait très bien comprendre qu'une tribu veuille s'approprier un territoire de chasse et qu'ils y gagnaient. Maintenant, comme l'humanité a une dimension globale, l'interdépendance est globale, les valeurs qui doivent émerger pour que cette humanité survive sont des valeurs de coopération. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, coopération, solidarité, oui. Une sorte de responsabilité universelle, sinon il n'y a plus que des perdants. Et de ce fait, il n'est pas impossible que même le fonctionnement de l'évolution de l'humanité favorise l'émergence d'une société plus altruiste. Ça va prendre du temps, comme tout, mais j'ose espérer que ça peut aller dans cette direction. Et alors, en ce qui nous concerne, notre existence personnelle, je crois qu'un bonheur égoïste, c'est une contradiction interne dans l'alliance de ces deux termes
Parce qu'un bonheur égoïste est autodestructeur. C'est une situation de perdant. L'égoïsme sur le plan personnel est une source de tourment et bien sûr nous conduit à agir de façon nuisible à l'égard d'autrui. Ou en tout cas de manquer de considération pour le bien d'autrui. Au contraire, l'altruisme est une situation de gagnant, puisque l'altruisme, même en neurosciences, les recherches auxquelles je participe depuis une dizaine d'années, montre que l'amour altruiste est la plus positive de toutes les émotions positives. Donc, c'est quelque chose qui contribue considérablement à votre épanouissement. Et en plus, bien sûr, cet altruisme va vous amener à agir, à parler de façon qui est bienfaisante à l'égard d'autrui. Donc, c'est une situation de gagnant. Et en plus, ça doit plaire aux entreprises, cette notion de situation de gagnant. Exactement. Donc, ils doivent vous écouter attentivement. Et en plus, vous savez, pour que quelque chose fonctionne correctement, il faut aussi qu'il soit en harmonie avec la réalité. Alors, l'égoïsme est fondé sur cette idée que finalement, nous sommes des entités autonomes, qu'on pourrait considérer, que ce soit dans notre vie individuelle ou celle d'une entreprise en particulier, de construire notre bien-être ou notre prospérité dans la petite bulle, finalement assez égoïste, de ce qui nous concerne uniquement nous ou notre entreprise. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui se heurte au mur de la réalité, puisque le monde est fondamentalement interdépendant. Donc l'égoïsme est aussi en porte-à-faux que la réalité. L'altruiste, lui, tient compte de l'interdépendance, parce que finalement, notre prospérité, notre bien-être personnel ne peut s'accomplir qu'au travers et avec celui des autres. Et donc, d'un certain point de vue, d'être concerné par le bien-être des autres, c'est une chose qui va en harmonie avec la réalité interdépendante. Et donc qui sera non seulement, c'est pas seulement mieux moralement, mais c'est aussi beaucoup plus fonctionnel. Parce que si on va constamment à l'encontre de la réalité, on finit par se casser la figure et aboutir à un sentiment de frustration, de déconvenue et de souffrance. Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant le thème de cette année à la recherche des temps nouveaux avec l'enfant mis particulièrement en avant? C'est sûr que, personnellement, moi on me dit toujours, un mois n'a pas d'enfant, ça vous manque pas, je m'occupe de 15 000 enfants. Vous avez beaucoup des enfants finalement indirectement. C'est beaucoup. Oui, parce qu'il faut rappeler que vous avez choisi la vie monacale. Oui, effectivement, je suis moine, mais ça ne m'empêche pas de m'occuper de 15 000 enfants. Voilà, c'est ça. Mais je crois encore une fois que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas mis l'accent là-dessus. Il y a ces trois, si vous voulez, échelles de temps. L'économie qui fonctionne très rapidement, et on dit ça c'est la réalité. Il faut être prêt à sacrifier certains éléments de notre qualité de vie et de l'environnement, parce que sinon, si l'économie ne marche pas, rien ne marche. Donc ça, c'est le court terme. Il y a le moyen terme qui est la qualité de vie, justement. Comment va-t-on favoriser l'épanouissement de chacun, de la société? Et le long terme, qui est celui de l'environnement et de l'écologie. Alors là, on est encore moins concerné s'il s'agit de faire marcher les cours de la bourse. L'écologie, ça ne l'intéresse pas tellement, forcément. Et si on songe quelle est la seule et unique façon finalement de concilier ces trois échelles de temps, c'est de nouveau l'altruisme. Parce que sinon, finalement, les intérêts immédiats qui ignorent l'altruisme n'ont rien à faire de la qualité de vie et de celle des générations futures. Donc cette composante, encore une fois, est extrêmement réaliste et pragmatique. Et c'est vraiment un thème que je crois devrait venir de plus en plus dans notre société. Comment favoriser l'épanouissement de l'égoïsme? D'abord avec une vision optimiste de la nature humaine, pas se dire on est fondamentalement des égoïsmes forcenés. Ça ne sert à rien d'essayer d'enseigner l'altruisme à l'école parce que de toute façon on est égoïste et c'est très bien comme ça. Donc redonner confiance dans le potentiel de transformation de l'être humain. Et puis aussi de voir que c'est quelque chose qui est éminemment pragmatique pour l'avenir de notre société, donc pour les temps nouveaux. Alors, les enfants d'aujourd'hui, seront les responsables de demain, les chefs d'entreprise de demain, seront les gens qui demain seront au pouvoir dans une génération ou deux, quand ils auront, ceux qui ont 6 ans aujourd'hui, mais quand ils auront 40 ans, ils seront à des postes de responsabilité pour certains d'entre eux. Comment faire en sorte de leur transmettre ces valeurs et comment est-ce que les chefs d'entreprise vous entendent? Ils ont des enfants aussi, ils vous ont écouté aujourd'hui, vous avez participé, vous êtes intervenus. Comment ils vous ont écouté et comment vous avez ressenti l'écoute des entreprises? Les sociétés traditionnelles, on voit il y a 100 ou 150 ans, il y avait comme les valeurs, c'est partie de l'enseignement de l'existence. Je veux dire, il y avait des religions, il y avait
C'est vrai que ça a un peu disparu avec la laïcité. C'est pas mauvaise, la laïcité, c'est sans doute une bonne chose en elle-même. Mais si elle va avec la morale, oui, bien sûr. Le problème, c'est que l'éthique a disparu d'un certain point de vue. On dit que c'est pas notre affaire, c'est l'affaire des parents, c'est l'affaire de votre développement personnel. Sauf que les parents maintenant, souvent, ils n'ont pas connu aussi cette. Donc l'idée que l'éducation consiste uniquement à raffiner l'intelligence et acquérir le plus d'informations possible, comme il a été dit, on n'acquiert que des outils. Et un outil, effectivement, un marteau peut se faire à construire ou à détruire de la même façon. Et qu'est-ce qui fait qu'on va utiliser ce marteau pour construire? C'est justement une motivation, une attitude, donc des valeurs humaines. Simplement, dans l'éducation, on ne sait pas très bien comment gérer ça. Qui va enseigner des valeurs humaines? Quelles valeurs humaines? De quelle manière? Quel genre d'enseignants on est un peu désemparé vis-à-vis de l'enseignement des valeurs humaines dans le système éducatif. Et on a un peu peur parce que, d'abord, on a un peu peur que ça revienne sous l'empire des religions. On se dit ce qui peut se comprendre effectivement, sauf si c'est bien expliqué. Comment définir ces valeurs humaines. Donc c'est un peu un terrain assez marécageux, si vous voulez. Mais je crois qu'il faut avoir le culot, finalement, de dire que sans ça, je veux dire, c'est vraiment, on arrive à une situation extrêmement grave où l'intelligence et les informations se développent. Et s'il n'y a pas un minimum de ces valeurs humaines, parce que finalement, je veux dire, sans affection, sans amour altruiste, sans équilibre émotionnel, sans faculté d'attention ou un petit peu de paix intérieure, je veux dire, si c'est pour vivre plus longtemps, vivre 300 ans et être constamment en colère et déprimé, je ne vois pas très bien l'intérêt. C'est peut-être moins intéressant. Donc, il est évident qu'il faut trouver un moyen, et je pense là que les sciences modernes, notamment les neurosciences, toutes les études auxquelles je participe, sur le processus d'entraînement de l'esprit, justement, notamment à l'attention, à l'équilibre émotionnel, à l'amour altruiste, si les neurosciences finalement valident un petit peu ce processus de transformation personnelle dont nous avons tous le potentiel, mais que nous sous-estimons considérablement. Entre potentiel et pouvoir, c'est vrai qu'il y a une énorme mais aussi distance. Qui est un peu l'équivalent de l'entraînement physique. Moi, j'ai un ami qui a mon âge, qui a 63 ans, qui est professeur à l'université à Montréal. Il courait quand il était jeune, il faisait du jogging. Il a arrêté, donc maintenant, il dit, il y a 3 ans, je courais 5 minutes et je m'arrêtais essoufflé. Il s'est remis à s'entraîner, il vient de courir un marathon, à 63 ans. Donc, le potentiel, nous l'avons, mais il est souvent laissé en friche. Et je crois que c'est la même chose pour les qualités humaines. Nous avons tous, dans notre vie, des pensées d'altruisme. Nous avons tous des moments de moins de conflits intérieurs, plus de sérénité, plus de force d'âme. Simplement, c'est pas parce qu'on le souhaite, puis c'est un bon être humain, que ça serait la seule chose au monde qui viendrait sans le moindre entraînement, sans la moindre persévérance. Ça n'a aucun sens du point de vue du développement personnel, ça n'a aucun sens du point de vue des neurosciences, parce qu'on acquiert finalement une nouvelle manière de fonctionner par la répétition régulière d'un processus. Donc si vous entraînez au piano tous les jours pendant 45 minutes, au bout de quelques mois, vous acquérez une nouvelle capacité, une nouvelle faculté. Mmh. Et c'est la même chose pour l'attention, c'est la même chose pour l'altruisme. On a le potentiel de développer ces facultés, mais si on les laisse complètement en friche, elles ne vont pas se développer d'elles-mêmes parce qu'on le souhaite. Bien sûr, il faut mettre en œuvre. Alors quand vous quittez l'Occident et que vous repartez dans l'Himalaya, quelle est la différence fondamentale entre les enfants que vous rencontrez ici, dans le monde dit développé, et puis quand vous retournez au cœur de l'Himalaya et que là aussi vous revoyez des enfants? Quelle est la différence fondamentale? C'est peut-être des clichés, mais disons par exemple dans les écoles, on peut les utiliser. Les écoles que j'ai développées, ce qui est incroyable, c'est l'enthousiasme pour l'éducation. Ils sont demandeurs. Mais c'est incroyable, la joie de pouvoir aller à l'école. Il y a des enfants qui marchent 2-3 heures le matin. Il manque pas de pays où les enfants voudraient aller à l'école, effectivement. Oui. Dans certaines régions montagneuses de Népal, il y a des enfants qui marchent 2 heures le matin pour venir à l'école et qui remarchent 2 heures le soir pour rentrer chez eux. Et ça, quand vous racontez à un gosse ici à Paris, il vous regarde avec des yeux... il faut les traîner pour aller à l'école. Des yeux écarquillés, ça leur paraît il y a ça. Il y a aussi, par exemple, c'est très très rare qu'il y ait des disputes et même, je dirais, des rixes entre les enfants. C'est très très rare. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une sorte de... Peut-être une sorte de bonheur aussi qui fait qu'ils n'ont pas besoin de se bagarrer. Bon, ça existe aussi bien sûr dans nos écoles, mais enfin, on voit presque jamais des enfants qui se tapent dessus. C'est inconnu au bataillon. Alors à quoi est-ce que c'est dû, j'en sais rien. Je crois que tout dépend finalement du degré de chaleur humaine qui entoure l'enfance. Parce que l'éducation ou pas éducation, bon, évidemment que l'éducation est évidemment utile. On sait par exemple que la mortalité infantile est inversement proportionnelle à l'éducation des femmes. Donc... Mais par exemple, chez les nomades au Tibet, où je vais souvent, les enfants sont entourés d'une vie familiale chaleureuse,
ils sont peu éduqués, mais enfin ils grandissent en apprenant des capacités avec leurs parents, à s'occuper des troupeaux d'animaux. C'est l'intelligence du cœur aussi, et des sens. Aussi d'apprendre une occupation dans la vie. Bon, si l'éducation vient, ils sont très contents de cela. Mais bon, en même temps, si vous voulez, il y a une sorte de joie de vivre par ces enfants qui est évidente. Enfin, on ne va pas revenir on va tous repartir dans le retour à la nature. Non, mais pourquoi l'Europe aurait perdu, pourquoi l'Occident aurait perdu cette bonne humeur, ou non, pas aurait. Pourquoi la bonne humeur ne se croise plus au coin de chaque rue C'est vrai que si quelqu'un chante ici dans la rue, c'est souvent soit qu'il fait, qu'il fait la quête, soit qu'il a un peu Vous ne pensez pas si bien dire. Moi, je vais faire mes courses dans un petit supermarché à Langon où j'habite, et puis il se fait que je chante tout le temps. Alors, elles me prennent un peu tout pour un fou. Mais par contre, je n'ai que des sourires de tout le monde. Les caissières, dès qu'elles me voient arriver, elles ont un grand sourire. Et en plus, je leur souhaite, chaque fois que je pars, je leur souhaite bon courage. Et je remarque que dès que je dis bon courage à toute personne qui travaille, quand je vais dans un magasin, j'ai droit à un grand sourire. Mais ça se provoque maintenant, les sourires. Le sourire n'a plus l'air, effectivement, quotidien naturel. Ça peut paraître une vision naïve, mais moi j'ai un petit ermitage dans l'Himalaya et il y a des champs en dessous. Du matin au soir, les gens qui travaillent les champs, ils chantent. Et personne, c'est pas des galériens qui chantent pour. Oui, ce ne sont pas des chants. Personne leur demande. C'est pas du blues, oui. Donc il y a quelque chose qui est une sorte d'insouciance, je ne sais pas d'où ça vient. Donc maintenant, encore une fois, il ne s'agit pas de revenir à ça, mais je crois que le fait de revenir, de s'occuper de la satisfaction de vie dans notre société, ça doit être une priorité. Et ça ne peut pas être considéré comme un sous-produit de la croissance économique. Parce que le bonheur national brut, il y a des critères qui mesurent finalement la satisfaction de vie. Ce n'est pas forcément les mêmes que ceux qui mesurent le produit national brut. Et donc, les gouvernements doivent investir dans le bien-être. Et ça, il y a des sociologues qui étudient ça. C'est un sacré combat. Et oui, mais finalement, pourquoi pas? Quel est le but ultime si ce n'est pas une satisfaction de vie? Parce que ce n'est même pas une responsabilité d'un politicien, finalement, de rendre son peuple heureux. Exactement. Bon, il y a des gens, il y a le Bhoutan, un pays dans lequel j'ai beaucoup vécu, qui a fait du bonheur national brut sa politique, son plan quinquennal. Bon, c'est assez rare. C'est pas maintenant, alors tout le monde rigolait au début. J'ai vu, il y avait une réunion de la Banque mondiale à Katmandou où ils ont proposé cette idée dans les années 70. Tout le monde rigolait dans les couloirs. Maintenant, vous avez des économistes très sérieux, comme Richard Layard à Londres, qui est professeur à la London School of Economics, qui dit qu'effectivement, les gouvernements doivent investir dans le bien-être, parce que c'est quand même finalement ça qui mesure la vraie prospérité d'une nation. Et puis les gens plus heureux vont peut-être travailler aussi de manière plus efficiente, et les entreprises si vous avez une entreprise où quelqu'un a une certaine motivation pour travailler en entreprise, c'est beaucoup mieux que s'il y a un régime de terreur dans la hiérarchie. Bien sûr. Et donc on sera, au même titre que les nations, on sera plus tenté de se sentir vraiment part d'une communauté, d'accomplir une œuvre. Et il y a plus de chances en même temps que sur le long terme, il y a une prospérité plus stable. D'ailleurs, j'ai participé à une rencontre sur est-ce que la philanthropie va survivre à la crise. Et ce qui était intéressant, c'est que les entreprises qui n'ont aucun aspect philanthropique, finalement, celles qui en ont une traversaient mieux la crise. Pourquoi? Parce que du patron jusqu'aux employés, chacun savait qu'il y avait une composante sociale pour aider les autres. Et donc ça donnait une motivation supplémentaire. Finalement, c'est comme qu'on voyage. Il y a des hauts et des bas, mais si on a le sens d'une direction et un voyage qui en vaut la peine, on continue. Si le voyage n'en vaut pas la peine, dès que vous avez un ennui mécanique, vous partez ailleurs. Moi j'étais avec Mohamed Younous justement à Davos, et il disait, si le but de l'entreprise est uniquement le profit, il dit ça rime à rien. Il n'y a aucune composante humaine. Et donc on peut très bien avoir une entreprise qui est profitable, qui marche bien, mais qui a une grande composante sociale, comme lui avec sa Grameen Bank, où il fait des affaires qui marchent malgré tout. Oui, bien sûr, il l'a prouvé. Mais il aide des millions de personnes. Donc je veux dire, c'est toute une question de motivation, d'orientation et de vision du monde finalement. Et donc je crois que c'est dans ce domaine-là qu'on veut faire un peu des progrès dans notre société actuelle, et que peut-être on commencera à chanter un peu plus si justement la société a pour but d'améliorer la satisfaction profonde de chacun d'entre nous. Alors, vous parliez de motivation. Qu'est-ce qui vous motive à continuer à parcourir le monde, à écrire sur le bonheur, parce que vous écrivez beaucoup sur le bonheur. Qu'est-ce qui vous motive à continuer vos voyages, à continuer à convaincre, à continuer à être aussi aux côtés du Dalai Lama, vous étiez il n'y a pas tellement longtemps en Belgique, où s'est créé le nouveau temple.
Qu'est-ce qui vous motive à continuer à parcourir les chemins et à Si vous convaincre? voulez, à 63 ans, je crois que je resterai volontiers devant mon ermitage. Je vois 400 km d'Himalaya, je suis bien tranquille. C'est sûr. Et à chaque fois, je me demande qu'est-ce que je fais, pourquoi je redescends. Et je crois que c'est vraiment, maintenant les quelques 40 projets humanitaires dont je m'occupe, qui fait dire oui, mais si je ne redescends pas, je construirai 2 ou 3 écoles de moins cette année. Et c'est vraiment la seule chose moi, qui me fait voyager. Donc c'est une concession finalement aussi à la modernité et C'est pas une au temps qui concession, court. c'est l'idée que finalement la compassion sans sagesse est aveugle, mais la compassion sans action est stérile. C'est ça. Et donc le mettre la compassion en œuvre au travers d'une aide, participer à un travail humanitaire, je dirais, c'est moins peut-être plaisant que de rester dans l'ermitage face à l'Himalaya. Mais d'un autre côté, il y a toute une autre satisfaction très profonde qui me donne encore l'énergie de prendre 70 avions par an. Mais en pensant à mes enfants, et c'est vrai que quand j'arrive du Tibet, où j'ai vu la condition finalement de ces enfants, et ces écoles qu'on construit, et que j'arrive à Hong Kong, et qu'on m'invite à un dîner où à pratiquement le prix du dîner, je pourrais construire une petite école, j'ose pas le dire. Oui, bien sûr. Mais d'un certain point de vue, je me dis, mais il y a un décalage absolument incroyable. Donc il faut savoir jouer avec ces différentes cultures. Mais si on garde finalement au fond de soi-même le désir de se mettre au service des autres, on trouve toujours un moyen d'agir. Alors on va quasi clôturer, il nous reste 4 minutes à peu près. Comment les gens, vous l'avez dit, vous êtes investis au niveau humanitaire, vous avez des causes, vous avez besoin d'aide. Comment est-ce que nos téléspectateurs à nous peuvent faire pour vous aider? C'est tout simple. Voilà. À la suggestion d'un certain nombre d'amis, on a fondé une association en France. Je voulais l'appeler Compassion en Action. On me dit, ah non, c'est beaucoup trop religieux. Donc je l'ai appelé Karuna, ce qui veut dire à peu près la même chose, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Donc Karuna, ça veut dire compassion. Donc ça existe, il y a un très beau site internet. Quelle adresse? Alors c'est www.karuna, K-A-R-U-N-A, parce que des Karuna, il y en a beaucoup. Cette chaîne, c'est le nom de notre monastère, S-H-E-C-H-E-N. On l'inscrira au montage. C'est gentil. Je vous promets, on l'inscrira au montage en dessous de votre écran. Pour vous donner quelques indications, du fait que justement, moi, tous les problèmes dans le monde de l'humanitaire, les grains de sable qui viennent empêcher qu'on se mette au service des autres, qu'est-ce que c'est? C'est des problèmes humains. La corruption, les conflits d'ego. Donc finalement, il faudrait presque, je dirais, commencer par se développer soi-même pour se mettre au service des autres. Donc c'est vrai que dans notre groupe, il y a une volonté de se mettre au service des autres par le volontariat, qui fait qu'on a pu maintenir moins de 5% de frais de fonctionnement, ce qui est quand même pas mal, et que ça marche très bien dans la pratique. Alors un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit en plaisantant, qui portait une grande organisation internationale, ça marche très bien en pratique, mais est-ce que ça marche en théorie, votre truc? Et, ça marche très bien en pratique. Et donc, personnellement, c'est une immense satisfaction de pouvoir ainsi mener à bien ces projets. Et donc, vous pouvez certainement nous aider. Et bien voilà, l'appel est lancé, on incrustera l'adresse de votre site. Un exemple, au Népal, en ce moment, nous construisons des écoles en bambou, et pour 40 000 €, en 2 mois, vous construisez une école pour 2000 enfants, avec 70 professeurs. Ce qui est une grande école. Et la scolarité, c'est 1 € par mois, et s'ils ne paient pas, on les garde quand même. Donc, c'est difficile à battre. D'accord, alors on va devoir conclure. Malheureusement, j'aurais bien continué, j'aurais bien fait un invité de marque de 52 minutes comme d'habitude, mais c'est l'autre de marque qui fait 26 minutes. Donc vous n'allez pas couper à l'exercice qui est imposé à peu près à tous mes invités. Je vais vous demander en 3 mots, sans phrase et sans périphrase, en 3 mots, comment Mathieu Ricard décrit Mathieu Ricard en 3 mots. Juste 3 mots, rien d'autre. Un moine errant. Un moine errant, ça fait 3, effectivement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir amené votre sourire sur cet espace bien-être qui est bien agréable. Et puis je suis vraiment ravi, j'espère on vous reverra peut-être, qui sait, un jour pour vous dire que quelqu'un a décidé de vous apporter de l'aide. Voilà. Ça sent une très bonne nouvelle. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. revoir.